Bienvenue à tous dans le podcast, bienvenue à la table des mots qui font des phrases et des phrases qui font des idées. On fête aujourd'hui les 1 an du podcast, il y a eu 2 émissions. C'est un beau score. Mais quand même, on est venu là aujourd'hui sans même savoir que c'était les 1 an de l'émission. On tourne aujourd'hui 1 an pile après la première émission chez Radio Campus. Très beau. Sans faire exprès, c'est pour dire un peu le niveau qu'on a. D'organisation. Ah ouais. on est tellement mal organisé, mais ça tombe quand même nickel. J'espère que vous allez bien chez vous. Pour rappeler un petit peu le concept de l'émission, voilà, c'est un format podcast, on va papoter, on va discuter, chacun a prévu des petites choses, des petits happenings. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va commencer. Nous sommes actuellement le 14 novembre et on sort tout juste de la période Spooky Spook, la période Halloween, la période qui fait peur. Et donc on s'était dit qu'on allait enchaîner sur cette thématique et parler un petit peu de tout ça. Donc pour commencer, moi je voulais un peu aborder le thème du paranormal, les expériences bizarres, les apparitions, les petits bruits, les maisons qui craquent, toutes ces choses-là. Moi j'ai vécu personnellement des petites choses déjà dans mon enfance, même plus récemment, des petites choses bizarres dans ma famille. On a une famille un peu bizarre, j'avais une grande tante qui faisait des trucs bizarres, qui faisait de la magie blanche, de la magie noire. Ça se voit, frérot. Hein. C'est vrai, ça se voit. C'est un peu écrit sur ta tête. Ah ouais, ça m'étonne pas, tu vois. J'ai un bagage énergétique familial assez lourd. Donc déjà, je vais me tourner vers vous. Quel est votre rapport à ça déjà ? Est-ce que vous croyez au paranormal ? Déjà. C'est très compliqué. Là, on a quelqu'un de très cartésien, psychologue, qui est, voilà, qui... Ouais. Attends, mais je vous ai même pas présenté, les gars. C'est vrai, ça. J'ai lancé comme ça l'émission. Ici, Jawai, voilà, ça, c'est classique. Nous avons ici notre ami Pierrot, qui est psychologue, psychanalyste, qui va nous apporter un petit peu de lumière sur certains sujets d'un point de vue psy. Et nous avons le docteur Chon, le doc, qui est là, indéboulonnable, toujours là, classique. Toujours, ça bouge pas. Indéboulonnable. J'adore cette expression. Donc les gars, votre ressenti par rapport au paranormal, croyez-vous aux énergies, croyez-vous aux fantômes, croyez-vous qu'il y a des gens là-haut qui nous regardent, qui peuvent être des âmes bloquées ici ? Quel est votre rapport à tout ça, déjà ? Pierre, d'un point de vue, sans parler psychologie, déjà, toi tout seul. Moi tout seul, j'ai toujours été mitigé sur le sujet et ça a probablement aussi fait partie des choses qui m'ont amené à étudier la psychologie, parce que finalement... on essaye de comprendre. Ce qu'on cherche, avant tout, c'est quand même des réponses. Et le paranormal, c'est une grande question. Donc, je pense que, ouais, c'est lié. Mais personnellement, non, j'y crois pas trop. Non, je suis assez cartésien. Ok. T'essaies de toujours trouver une raison rationnelle à des événements, quoi. Ouais. Par contre, je suis déçu à chaque fois que j'en trouve une. Ouais, parce que t'as envie de garder ce petit truc de ça peut exister. Ouais, j'aimerais beaucoup. Il y a un pari de Pascal qui est assez intéressant et il en parle dans un de ses écrits. Pascal, c'est un philosophe. Et il dit qu'il fait que le pari que Dieu existe, parce que si Dieu n'existe pas, de toute façon, il perd rien. Et si Dieu existe, bah, tant mieux, parce qu'il est au paradis. Et je trouve que c'est un peu marrant de se dire qu'on fait le pari pascalien. C'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. Donc j'aime bien le faire. Ok. Docteur. Écoute, moi personnellement, je suis un peu de l'avis de tout le monde. Hein. J'adore cette phrase, je voulais la glisser comme ça. Cadeau. Ouais, c'est un truc qui laisse un champ de possibilités immense. Exactement. Non, à la base, je suis un cartésien, donc j'ai tendance à ne pas croire en grand-chose, tout ce que je ne comprends pas. Et je pense que ces dernières années, j'ai fait un petit virage. J'ai un peu retourné ma veste où je me suis dit que le non, c'était une réponse simple et limpide, alors que le oui, c'était une possibilité, une infinie de possibilités. Donc, me dire que quelque chose n'existe pas, c'est être probablement dans le faux, et puisque j'ai besoin d'être dans le vrai, je me dis qu'il y a sûrement une réponse qui existe et que je ne comprends pas, et aujourd'hui c'est la réponse à peu près toutes mes problématiques qui se passent, spirituelles ou non, hein, même quand je ne trouve pas quelque chose que j'ai posé à un endroit et qu'il n'y est plus, je pars du principe qu'il y a une infinie de réponses que je ne comprends pas. Ouais, en fait c'est un peu ça, c'est le truc, c'est... de toute façon, on peut ni prouver que ça existe, ni prouver que ça existe pas. Donc après, ça dépend des expériences de chacun. Moi, je pense qu'il y a trop de trucs enfin, pour moi, il y a pas de, ça peut pas être le hasard. Il se passe trop de trucs, il y a trop de trucs bizarres dans la nature, dans plein de choses, dans les rêves, enfin, pour moi, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui, c'est pas possible. Pour moi, il y a forcément un quelque chose qu'on connaît pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu le propre de l'homme de dire, il faut le voir pour le croire. Et si je peux pas le prouver, c'est que ça existe pas. C'est la question de la croyance. Il n'est pas question de savoir si ça existe ou que ça n'existe pas. La question de la croyance, elle se fixe justement sur un objet sur lequel
la certitude ne peut pas se fixer. Donc la croyance que ça existe ou la croyance que ça n'existe pas, ça reste une croyance. C'est vrai ça. Eh oui. Si tu crois pas en Dieu, c'est une forme de croyance. Moi, je crois que... Dire qu'on est sûr que Dieu existe, ça a la même valeur que de dire qu'on est sûr que Dieu n'existe pas. Mais même les gens qui ne croient plus en grand-chose, ils ont un nom maintenant, t'as vu Agnostique. Agnostique, c'est hyper pratique, quoi. Je crois en quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Moi, je me définis comme agnostique. Mais ça se voit, frérot. Il y a beaucoup de choses qui se... Moi, je crois en une force supérieure, mais je crois pas en un Dieu précis, tu vois. Mais pour moi, il y a une puissance dans l'univers, dans les énergies. Je crois aux énergies. On est fait d'atomes, on est fait d'énergie. Donc pour moi, je pense qu'il peut y avoir des résidus, des énergies résiduelles dans des lieux, dans des choses comme ça. Toutes les choses qu'on voit, généralement les gens qu'on entend, quand on entend des apparitions, des histoires comme ça, d'apparitions de fantômes, de voix, de trucs comme ça, c'est souvent des gens, alors bon là je pars dans un délire directement, mais c'est souvent des gens qui sont pas du tout là pour voir ça. Par exemple, les mecs qui font des vidéos YouTube, des trucs comme ça, de chasse aux fantômes, ils ne voient jamais rien. Parce que c'est Patricia Daré qui explique ça dans une vidéo du Grand JD que je vous invite à aller voir. Patricia Daré, c'est une très grande médium que moi je crois à 100% parce que c'était une meuf justement qui était très cartésienne. Son mari est avocat, je crois. Elle a un métier très dans le mental, dans le contrôle et pas du tout quelqu'un qui est d'illuminé, quoi, qui n'a jamais cru en rien du tout, qui est pas religieux ni rien du tout. Et ça lui est tombé dessus du jour au lendemain. C'est un jour en pleine nuit. Elle a entendu une voix dans sa chambre qui lui dit: réveille-toi, prends un stylo et note. Elle s'est réveillée en mode, elle a réveillé son mari, genre il y a un truc et tout. Son mari me dit non, vas-y, ta gueule, rendors-toi et tout. Et là, oh, t'as compris ce que je t'ai dit? Tu te réveilles, tu prends un stylo et tu notes. Et là, elle a pété un plomb. Et du coup, elle s'est levée, elle a pris un stylo, elle a noté, et là, son stylo, il s'est mis à écrire tout seul, des pages et des pages de trucs. Elle a été voir un psychiatre, un truc comme ça. Elle a dit, soyez bien attentifs, parce que si ça arrive là pendant la séance, il va falloir que vous preniez des photos, que vous notiez tout ce qui se passe, etc. Et là, elle a senti le truc qui arrivait. C'est arrivé pendant la séance, le psychiatre était sur le cul, et il lui a dit, écoutez madame, je suis désolé de vous dire ça, mais je crois que ce qui vous arrive là, ça fait partie du domaine où s'arrête le mien. Donc il a dit, malheureusement, moi je peux rien pour vous aujourd'hui. Elle expliquait que on parle de fréquences, de trucs comme ça, c'est un peu comme une radio en fait, on est tous sur une fréquence en particulier. Et elle était sur la fréquence des hommes de guerre. Elle voit que des hommes de guerre, des chevaliers, c'est elle qui parle à Napoléon. Et donc elle expliquait les trucs, la plupart des apparitions, des trucs qu'elle a vus, c'était à des moments où elle était pas du tout là-dedans. Genre quand elle est en train de repeindre un mur chez elle ou un truc comme ça, parce que t'es dans un espèce d'état d'hypnose comme quand on est en voiture, qu'on regarde la télé. Il y a plein de moments où on est dans des états d'hypnose et c'est des moments où on fait quelque chose de très mécanique, très machinal. Là, elle repeignait un mur et d'un seul coup, elle a tourné la tête, elle a vu un mec édenté en habit avec une cotte de maille à sa fenêtre. Enfin, elle a pété un plomb, tu vois. Et en fait, elle explique que la plupart des apparitions de gens qui sont même très cartésiens, qui ne croient en rien, c'est souvent quand on casse des murs, quand on fait des travaux, etc. Et ça s'explique parce que les murs des maisons, c'est des barrières physiques, parce qu'on ferme du froid, des trucs comme ça, mais c'est également des barrières énergétiques. Et quand on a des maisons très vieilles, généralement, quand on casse des murs, on dit souvent, ouais, il y a une entité dans ce mur, ça tape dans les murs. Enfin, c'est souvent les mêmes histoires qu'on entend. Et souvent, quand on casse des murs, c'est là qu'on libère des choses. Il y a eu une histoire à Saint-Quentin, je voulais en parler aujourd'hui, mais c'est vrai qu'elle est quand même beaucoup tourné cette histoire dans les trucs sur TF1, les histoires incroyables, machin. Le truc à Saint-Quentin, la maison qui saigne, vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Non plus. Une maison dans laquelle il y avait du bruit, il y avait des trucs bizarres, etc. Et un matin, les gens descendent et tous les murs de la maison commencent à saigner. Ils ont envoyé ça faire des analyses. C'était du sang, du vrai sang. C'était pas de la peinture, c'était pas un gag, un truc, ils savaient pas. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé la maison pendant 3 semaines. Ils ont mis de la farine partout au sol pour voir s'il y avait des traces de pas, de gens qui venaient la nuit faire des blagues, tu vois. Et ils sont revenus 3 semaines après, tous les murs en sang et aucune trace nulle part. Et en fait, après, ils ont démonté la maison, ils ont enlevé le sol et ils ont trouvé un cimetière militaire sous la maison. Et donc, il y avait encore ce délire de murs, de casser des murs, de casser le sol et de libérer des choses. Voilà. Je suis parti hyper loin, j'ai grave digressé. Non, moi j'aurais bien aimé avoir ton avis, Pierre, vu que t'as vu, on a quand même une explication assez intense sur une croyance au médium et compagnie, et toi étant cartésien de profession. Cartésien de profession. Je suis pas sûr que je suis cartésien de profession, non, c'est pas sûr. Mais en revanche, on a quand même tendance à trouver ce qu'on cherche. En réalité, d'ailleurs, on trouve que ce qu'on cherche parce qu'on cherche pas ce qu'on cherche pas et donc on peut pas trouver ce qu'on cherche pas. Oh putain. Donc forcément, que quand il se passe quelque chose de bizarre, on a tendance à essayer de lui trouver une explication parce que l'humain, il est un petit peu non enclin à l'incertitude. C'est une position qui est pas agréable. Donc je pense qu'on aurait pu trouver des explications pour tout ça. Donc et je pourrais tout détailler, mais là ça a été tellement long, je ne pouvais pas tout démonter un par un. Comme je te dis, tous les mecs qui vont chercher du fantôme, ils trouvent pas. Et c'est ce que Patricia Daré dit au Grand JD, parce qu'il lui dit, mais attendez, moi je vais venir avec vous pendant les enquêtes, j'ai envie de voir ce que vous voyez, etc. Et il dit, pourquoi moi je vois rien? Et il lui a dit, mais parce que vous y allez
dans le contrôle, genre je veux voir du fantôme, et là elle dit ça peut pas marcher en fait. C'est pour ça qu'elle lui a expliqué c'est souvent quand on n'est pas du tout là-dedans, on fait complètement autre chose, et là boum, on se prend un truc parce qu'on n'est pas dans le mental, dans le contrôle de se dire je veux voir quelque chose, elle dit comme ça peut pas marcher en fait. Bon, tu doutes bien que moi en tant que psy, tu me dis j'entends des voix, etc. Le tableau clinique il est assez rapidement fait. Ouais. Bon. Mais n'empêche que c'est pas toujours. Pour autant, on peut entendre des voix sans forcément. Voilà, mais bon. Ouais. Et donc, est-ce que vous avez déjà vécu des choses dans votre enfance, des trucs bizarres, je sais pas, des objets qui se déplacent, des bruits de pas, des. Ouais, moi j'ai quelques expériences. Alors, pas en étant enfant, je suis quand même d'une base cartésienne assez prononcée. Mais il y a un moment dans ma vie où j'ai pas mal habité avec des Congolais. Et du coup j'ai capté qu'ils avaient une autre signification aux marches qui craquent, tu vois. Okay. Moi c'était le bois qui travaille, tu connais, dans les vieilles maisons le bois travaille, t'entends les marches, le bois qui fait du bruit et tout. Il y avait des colocs qui avaient une autre vision des bruits qu'on pouvait entendre, qui pensaient que c'était des esprits ou je ne sais quoi. Après il y a pas mal d'histoires avec la maison dans laquelle j'habite. Puisque les premiers colocataires, il y a 5-6 ans, ils avaient voulu creuser le sol de la cave pour faire une sorte de salle de concert pour écouter de la techno dans des caves comme ça. Et sauf qu'en creusant, ils avaient trouvé des os. Et généralement, les os dans une maison enterrée, c'est pas trop, tu vois, tu te dis pas c'est une vache ou peut-être c'est un perroquet. Moi, j'étais pas là, donc... Je sais juste qu'ensuite, plus personne n'est allé à la cave et qu'à ce moment-là, ça a commencé à parler de fantômes dans la maison. Okay. Et en ayant habité 5 ans dans cette maison, en effet, j'ai pu que constater plein de choses étranges. Mais autant dans mes perceptions que dans les gens qui habitaient chez moi, que certaines personnes qui soi-disant ressentent des esprits et quand ils entrent chez moi me disent « Ah, il y a un problème avec ta maison ». Surtout quand plusieurs personnes sont d'accord, quoi. Ouais. Quand plusieurs personnes qui se sont pas du tout concertées se disent « Ah putain, mais toi aussi t'as entendu ça dans telle pièce ou dans tel truc ». Là, c'est vrai que ça te met un peu le doute, quoi. Tu dis « Putain, merde, c'est pas que moi, j'ai pas juste phasé un soir. » Quand t'as plusieurs personnes qui sont d'accord sur le même truc, c'est vrai que c'est perturbant, quoi. De ouf. Et il y a une nana un jour qui a pas voulu rentrer chez moi. Okay. Elle a dit « Non, rangez votre baraque. » Là, elle est pas rangée et je ressens une présence pas la bonne. Okay. Et cette même nana, elle est revenue. Comme par hasard, j'étais pas là, parce que je suis quand même le plus cartésien de la bande, mais il y avait tous les autres. Elle est revenue et elle a appelé l'esprit, et apparemment, il descendait les marches et tout. Elle a parlé avec lui, et apparemment, c'était un homme gentil, qu'on dérangeait pas trop, mais on mettait trop de musique, apparemment. Tu vois, okay. Ça fait beaucoup de apparemment, mais j'étais vraiment pas là, donc je pourrais pas le témoigner moi-même. Intéressant. Pierre, des petites expériences, des trucs bizarres, jamais ? Non, rien. Non. Dans la famille, des histoires de famille. Ouais, il y a eu des familles, enfin, il y a eu des expériences dans la famille, mais en fait, finalement, quand on prend un peu de recul, on trouve toujours d'autres possibilités pour expliquer les choses. Donc, non, rien de sûr. Rien de sûr. Moi, j'ai un truc qui m'a marqué, dont je me souviens vraiment très bien quand j'étais petit. Alors, bon, pareil, là, on va parler je vais dire ça un peu d'un point de vue spiritualité, mais souvent, donc c'est encore Patricia Daré qui dit ça dans l'interview avec le grand JD, où elle dit en fait tout le monde a déjà vu des fantômes. Et généralement, on voit des fantômes quand on est enfant, parce que le cerveau, il est encore à moitié là-haut et il n'est pas encore totalement incarné sur Terre. Donc là, on part sur un délire très spi, je vois que Pierre, il me fait des gros yeux. Mais en fait, elle dit jusqu'à 7-8 ans, on parle de l'âge de raison, et en fait, elle inclut aussi ça dans l'âge de raison, c'est que le cerveau est avant pas tout à fait encore ici, et encore un peu là-haut, et que jusqu'à 7 ans, en fait, on voit des fantômes, on voit des gens, mais on capte pas, tu vois, on voit quelqu'un marcher dans la cour de la récré, mais on relève pas, parce qu'on se dit juste, ouais, il y a un monsieur qui est là, puis c'est tout, quoi, on capte pas. Et moi, il y a un truc que j'ai vécu plus jeune dans la maison, la première maison dans laquelle je suis né, c'est que donc j'avais c'était une maison avec un étage, et j'étais au milieu de l'escalier, je montais à l'étage, en fait je cherchais mon frère. Et quand on était à la moitié de l'escalier, il y avait un palier qui desservait les chambres, et mon frère, donc dans sa chambre, il avait une mezzanine, donc avec un autre escalier qui montait sur une petite mezzanine. Et donc j'arrive à la moitié de cet escalier, je penche la tête et je l'appelle. Je fais Thomas, je l'appelle, en fait, non, ça y est, je me rappelle. Avant de l'appeler... Ça commence comme ça les mythos. Toujours. En fait, je monte, et je vois dans l'escalier de sa chambre, je vois une ombre qui monte les marches. Et donc je l'appelle, je fais Thomas, et là mon frère me répond derrière moi, en bas de l'escalier. Il me fait ouais quoi, il arrive en bas derrière moi, et en fait toute ma famille était en bas. Toute ma famille était en bas, et donc, étrange. Et là j'ai phasé, je me suis dit non mais c'est quoi ce
c'est qui en fait là-haut, tu vois. Et j'ai pas cherché à comprendre. Souvent, j'ai bugué, tu vois. J'ai fait ok, j'ai fait demi-tour, puis je suis allé voir mon frère, quoi. Mais ce truc-là, m'a marqué. Je m'en souviens de vraiment voir une silhouette d'homme qui monte, juste son ombre en fait contre le mur, voir monter les escaliers. Je l'appelle mon frère en me disant bon bah c'est lui. Et mon frère me répond dans mon dos. Enfin, ça m'avait marqué. Après, j'ai vécu d'autres trucs étranges plus récemment dans des rêves, des choses comme ça, où j'ai fait des rêves pas prémonitoires, mais j'ai fait un truc qui est assez chelou, c'est que j'ai un ami de mes parents qui est décédé il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Un monsieur que je connaissais un petit peu, j'avais déjà fait des repas avec mes parents, où j'ai déjà croisé comme ça quelques fois dans des soirées et tout. Mais sans plus, quoi. C'est pas un gars que j'ai vu depuis que je suis enfant. Non, voilà, enfin, c'est un gars que je connais comme ça. Et donc, j'apprends son décès. Et donc, trop bizarre, 1 semaine après son décès, donc mes parents me disent ah ouais, un tel il est mort. Je fais ah putain, merde, c'est con et tout. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Enfin, ouais, voilà, désolé, c'est con, machin. Et 1 semaine après ça, je fais un rêve. Et dans ce rêve vraiment plein de symboliques, très bizarre. On est dans un couloir tout blanc. Moi, je suis contre le mur de ce couloir. Et là, il y a. Et donc, ce monsieur, il est lui sur un petit piédestal. Il est sur une petite marche, un peu en hauteur. Donc, déjà, il y a le truc de. Il commence à monter, il est dans la hauteur, et il peut aller au ciel. Enfin, on peut imaginer ce truc-là. Et il y a toute la bande de mes parents, avec cette bande de copains-là. Toute leur bande de copains, ils sont genre 10-15, un truc comme ça. Ils sont tous en train de marcher dans ce couloir, en train de rigoler, de se chamailler, de machin, ils passent un bon moment, ils marchent. Et moi, je suis avec ce monsieur. Et tous les gens ne le voient pas. Personne ne le voit. Donc, et ne me voit pas non plus, en fait. On est tous les deux invisibles. Le monsieur qui est mort et moi. Et donc, ils passent tous devant lui, comme ça, en chahutant, en rigolant, etc. Et il y a sa femme aussi, à ce monsieur qui est là. Et lui, il est comme ça, et il dit rien, et il a un petit sourire, et il les regarde tous passer comme ça. Et là, moi, j'attrape le poignet de sa femme, et je lui dis, écoute, ton mari est là. Et il va bien, et voilà, il veut juste vous dire qu'il va bien, et qu'il est content que vous soyez là. Fin du rêve, c'est tout. Et donc... Le lendemain, je raconte ça à ma mère, et donc je me souviens très bien de tout, tu vois, des détails, etc. Le lendemain, je raconte ça à ma mère, je lui dis, bah voilà, je l'ai vu, et il était là, chemise bleue à fleurs, chino beige, et petite basket blanche. Et là, ma mère, elle me regarde, mais vraiment, littéralement, comme si elle avait vu un fantôme, pour le coup. Et elle hallucine, en fait, elle me dit qu'ils l'ont enterré la veille, donc, et moi, je n'étais pas au courant. J'ai fait ce rêve-là le jour de son enterrement, et elle m'a dit, il a été enterré dans cette tenue. Chemise bleue à fleurs, chino beige, basket blanche. Non, j'avoue, c'est fort. Donc comment interpréter ce rêve, j'en ai aucune idée. Juste la symbolique de il est un peu surélevé par rapport aux autres. Il voit tous ses potes passer. Lui, il est serein, il est apaisé. Il les voit tous passer avec un petit sourire, il est content. Moi qui attrape sa femme en disant bah écoutez, voilà, il est là, il est content. Ça a duré 30 secondes mon rêve, tu vois. Mais vraiment trop bizarre, quoi. Ouais, de fou, complètement. C'est très surprenant. Ouais. J'ai jamais su trop. Après, peut-être, je me dis, j'ai peut-être un truc à creuser là-dedans. Peut-être que je peux parler aux morts. Je pense qu'il n'y a rien à creuser. Je pense que ça dépasse complètement notre compréhension. Déjà, comprendre que c'est pas anecdotique. Ouais. Moi, j'ai une histoire, enfin, pas similaire à la tienne, mais qui concerne un rêve aussi, que j'ai jamais réussi à interpréter. Et que je pense qu'a été une des premières fois où j'ai compris qu'il y avait une synchronisation de plein de choses que je ne maîtrisais pas. Je vais vous recontextualiser. J'ai 17 ans, j'habite chez mes parents. Et je suis, comme sûrement beaucoup d'ados de 17 ans, en conflit avec mes parents. Je leur parle peu, et j'ai peu envie de leur parler. Il y a un soir, je me réveille un matin, et j'ai rêvé que j'avais un frère jumeau. Et trop cool le rêve. Et je sais pas pourquoi ça me met de bonne humeur. Du coup, je descends dans la cuisine, et je parle peu avec mes parents, et je ne prends pas de petit déjeuner. Et là, je sais pas pourquoi, un truc que je n'ai jamais fait de ma vie, je leur dis « Hey !» Hier, j'ai fait un rêve et j'aurais dû avoir et j'avais un frère jumeau. Je raconte jamais mes rêves de base, ni encore moins à mes parents, qui sont des personnes à qui je parle pas à ce moment-là. Et je vois ma mère qui devient toute blanche et qui me dit t'aurais dû avoir un frère jumeau. Et bam, information comme ça que j'ai mangé. Et puis moi j'ai bougé, j'étais en retard pour aller au lycée comme un jour normal de semaine. Ça c'est dingue. Wow. Et du coup j'ai jamais erré à aborder ce sujet-là avec elle, à part ce jour où j'avais 17 ans et j'en ai parlé avec mes frangins. Certains étaient au courant. Les plus grands, mais voilà. Ça c'est dingue. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit mais en fait, je suis content de pas avoir de frères jumeaux. Tu vois, le fait que c'est rendu ça possible, je dirais que je me suis vraiment senti avec il y aurait pu avoir un boug qui me ressemble avec mon talent et mon charisme, et je l'aurais peut-être pas toléré.
Ouais, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup d'études sur les frères jumeaux qui ont été Ça, c'est faites, dingue, hein. parce que ouais, il y a des connexions, quoi. On dit qu'ils font les mêmes rêves, que tu sais, il y a des trucs comme ça. C'est spécial. Moi, j'y crois. Hein. Moi, pour moi, il y a un truc. Moi, c'est la première fois où je me suis dit, ouais, il s'est passé un truc bizarre là. Ouais, je suis parti au lycée comme ça en courant, parce que je courais à l'époque pour aller au lycée. Truc de pauvre. Après, tu t'achètes un vélo. Et non, je suis arrivé au lycée, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu vois, genre, c'est une dinguerie. Et je suis quelqu'un de très très cartésien, donc tout ce qui m'a paru étrange était vraiment étrange, puisque sinon j'arrivais rapidement à trouver une explication. Et là, rien que le fait que je me sois réveillé de bonne humeur pour un rêve et que je l'ai raconté à mes parents le matin, c'était trop d'infos. T'as jamais essayé de tester des trucs pour essayer de prendre un contact Là, oui, non, mais tous les jours. avec ton frère jumeau, je veux dire. Avec mon frère jumeau? Non, alors attends, écoute, parce que ça va être le deuxième truc marrant. Il y a 2 ans, du coup, en avançant dans cette quête spirituelle où ces dernières années, j'étais beaucoup moins fermé, je suis allé vers une ouverture de la compréhension du spirituel, de l'énergie et tout. Et j'avais un copain depuis longtemps, depuis pas mal d'années, et il m'avait déjà dit qu'il était sensible à l'énergie. En mode, il faisait partie des gens qui m'avaient dit que chez moi, il y avait une présence et tout. Mais sans me dire qu'il s'y connaissait mieux que ça. Et en fait, je me suis rendu compte via un pote que ce gars-là pouvait communiquer avec les esprits. Qu'il avait ce don-là, juste dans sa famille, c'était reconnu, et sûrement qu'il y avait pas mal de gens dans sa famille qui pouvaient un peu communiquer avec les esprits, mais lui, il était reconnu comme quelqu'un avec une fluidité particulière. Et du coup, mon poteau a été en séance chez lui, il a été bouleversé par cette séance. Et il m'a dit, mais il faut vraiment que tu essayes. Et puis moi, qui suis cartésien, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher. Et du coup, j'étais trop chaud pour une séance. Donc je suis allé chez lui. Et vraiment un gars en qui j'ai 100% confiance, qui n'est pas du tout du genre à raconter des histoires ou quoi. Bah écoute, j'ai été choqué. Genre le gars, il a déplacé une table de son salon à une pièce en touchant une table à 2 doigts. Mais moi, je lui dis, mais retire ta main, je vais faire moi-même, je vais essayer, tu vois. Je mets ma main et là, tu peux pas bouger une table à une main. C'est pas possible, en fait. Et le gars, avec 2 doigts, comme ça, la table le suivait. Et c'était sa table? C'était une table? C'était un petit guéridon spécial. Okay. Un guéridon? Ouais, c'était un guéridon. Je pense que c'est un mot que tu utilises que pour ce genre de truc-là. Exactement. Pour des pratiques occultes, le guéridon. Ouais, c'était un petit guéridon dans son salon. Il avait une petite pièce spéciale, parce qu'apparemment c'était mieux dans cette pièce. Et tac, il mettait 2 doigts sur la table et elle le suivait du salon jusqu'à là. Et moi, ok, vas-y. Ok, déjà, ça c'est bizarre. Après, on arrive dans une pièce, on était 4, 2 amis et lui, et il nous explique un peu la procédure de il y a des esprits qui vont vouloir parler, on va vite savoir à qui ils veulent parler, parce que le guéridon va s'approcher des personnes qui sont concernées, et ensuite on peut poser des questions, ils y répondent. C'est le principe du verre, quoi. Le truc du verre qu'on fait. Moi, je l'ai fait beaucoup, ça. Alors, moi, j'y connais absolument rien, donc je connais pas d'autres expériences. C'était ma seule expérience vraiment, on va dire, professionnelle, entre guillemets, quoi, avec un gars trop fort. Et lui, il fait ça tout seul dans son coin, vraiment un gars chaud, quoi. Et du coup, j'ai vu des esprits prendre possession de la table et essayer de parler avec les différents acteurs de ce petit moment. Et il y a un ancêtre qui est venu parler avec moi. Et il t'a dit quoi? Il m'a dit... Alors, c'était très dur de communiquer, vu qu'on était 4. Il y avait des esprits qui essayaient vraiment de prendre le contrôle. Et dont la grand-mère du poteau, avec qui il avait l'habitude de communiquer, elle avait l'habitude... Du coup, elle prenait beaucoup de place, gros caractère, et tu sentais. Mais c'était marrant comment tu sentais les différences de caractère selon les mouvements de la table. Et moi, j'ai un ancêtre, il m'a dit que c'était un ancêtre paternel. Il m'a dit qu'il s'appelait Gabin. C'est un joli prénom. T'as été chercher après arbre généalogique, machin? Non, parce que du côté paternel, j'ai pas beaucoup de connaissances, mais j'ai demandé à mon père, qui m'a dit que ça ne lui disait absolument rien. Bon. Okay. Mais c'était trop vif, tu vois, il y a un prénom qui sort. Oui. Et le fantôme, il fait l'alphabet, et tu comptes, ça donne G-A-B-I-N, c'est pas un hasard, enfin tu vois, genre c'est trop... Et ça tape vite. Le poteau, il est habitué, il sait compter. Mais en vrai, moi, je compte lentement ensuite sur mes doigts, et je vois que... Lui, je suis habitué, ça tape, ah, c'est un G, A, Et vas-y, voilà, c'était trop intense, parce que j'ai vu aussi les interactions des esprits de mes poteaux avec eux. Donc moi, j'avais peut-être l'interaction la moins intéressante, mais ça, j'ai vu, et je peux plus faire comme si je n'avais pas vu. D'accord, ouais. C'est une expérience qui t'a ouvert là-dessus. Je l'étais déjà, puisque je voulais vivre l'expérience. Oui. Oui, il y a de ça aussi, ça joue.
Ça joue, mais là, il y a eu trop de réponses d'un coup. Oui. En tout cas, de manifestation. Ouais. Une manifestation, c'est pas forcément une réponse. En revanche, c'est vrai que ce guéluron avec son guéridon, c'est quand même bizarre. C'est vrai. T'avais un petit décryptage de nos rêves, Pierre, tu m'as dit. Ouais, j'ai crié. Je me disais... parce qu'en fait, le rêve, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Vous vous souvenez que je vous ai parlé Il y a un an. Il y a un an, jour pour jour, on était ici et je vous parlais du rêve. Et je vous disais que le rêve, il avait plein de mécanismes et que c'était hautement symbolique et que, etc., que c'était une lecture de l'inconscient, etc. Bon, je vais pas faire d'interprétation sauvage, on va faire quelques hypothèses sur ce que ça peut vouloir dire, cette scène de couloir, cette scène avec des gens. Déjà, t'apprends que quelqu'un est mort et tu rêves de lui juste après. Bon, soit effectivement t'as rêvé de lui mort, soit... Une semaine après, hein, Oui, c'est juste après. Soit tu as rêvé effectivement d'un fantôme, soit ton esprit a essayé de représenter quelque chose qui serait du côté de la mort. Peut-être que cet homme, c'était juste une représentation de la mort. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez troublant dans ton rêve, c'est que tout le monde passe devant toi, mais personne te voit, et toi, t'es avec la mort. Ça peut peut-être dire quelque chose. Lui, il savait. Peut-être c'est toi la mort. Peut-être que c'est toi la mort. Seulement tu peux pas la mettre en toi la mort. Mais j'étais là en messager parce qu'après j'ai attrapé la main de sa femme en lui disant bah écoutez, je suis avec lui, je sais qu'il vous voit, vous le voyez pas, mais là il vous voit, il est content que vous soyez là. Et tu vois, j'étais en messager en fait. Ouais, mais tu peux très bien être ton propre messager. Peut-être, ouais. Tu vois, ça veut quand même dire quelque chose. Après, il y a quand même une scène qui se passe, des gens qui passent devant toi, qui te voient pas. La mort qui est avec toi, mais qui est pas en toi. La mort, c'est difficile de l'introjecter, la mort, parce que souvent on la représente à l'extérieur de soi. C'est difficile d'introjecter la mort. J'aimerais bien revenir sur le terme introjecté, parce que c'est la première fois de ma vie que je l'entends. Et j'aime bien apprendre des nouveaux mots, du coup, introjecter, messieurs. Ouais. Je peux avoir une petite définition de introjecter ? Injecter à l'intérieur de soi. Introjecter, incroyable. Moi j'ai un pote en soirée, il fait des soirées dans des caves, il fait ça aussi. Il introjecte ? Il introjecte des produits bizarres. C'est un introjecteur ? Ouais. Là, on l'utilise beaucoup pour des concepts. On dit qu'on peut introjecter une image, une personne, un concept, quelque chose en soi. Ouais. Souvent c'est la mort. Ou une personne qui la représente. Ok. En tout cas, toi, t'es dans ce qui n'est pas visible. On te laisse, tu vois, sur le côté, dans ce rêve. Il y avait des portes ou pas dans le couloir ? Je crois pas. Donc c'était pas un corridor. Ça veut dire quelque chose aussi. Mais couloir blanc, lumineux au fond, tu vois, il y avait quand même le truc de... Après, le rêve, il est spécifique à la personne. Je veux dire, on peut pas interpréter un rêve sans... Enfin, c'est à la personne d'interpréter le rêve. Les représentations qui habitent ce rêve, elles sont en général condensées, c'est-à-dire que tu vois, plusieurs choses peuvent faire une chose. Par exemple, je peux rêver d'une tasse qui se mélange avec deux nids. Enfin, tu vois. Moi, j'allais dire que je me suis déjà mélangé avec une tasse, mais ça n'a rien à voir. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a une lecture à tout ça. Et je pense qu'elle est intéressante à faire, même qu'on croit ou qu'on croit pas. Et de toute façon, la plupart du temps, c'est hautement symbolique. Même ces histoires de fantômes, ces histoires de légendes, elles sont du côté du symbole. Ouais. Pour terminer, j'avais un petit témoignage que quelqu'un m'a envoyé sur Instagram. Petit témoignage voilà, de phénomènes paranormal. Donc on va terminer là-dessus, on va y réagir ensemble. C'est Zoé qui nous a envoyé son histoire. Une histoire qui lui arrivait Vas-y, Zoé. Plus jeune. On t'écoute. C'est parti. En gros, mon arrière-grand-mère est décédée il y a pas mal d'années. Elle jouait beaucoup au piano et c'est elle qui m'a donné l'envie de jouer au piano. Et après, j'ai joué au piano par la suite quand j'étais jeune. Et ma mère aussi joue au piano. En fait, c'est un truc un peu de famille du côté de ma mère. Et en gros, un jour, j'étais chez moi et j'étais avec deux amis à moi qui étaient là-haut dans ma chambre. Et moi, j'étais en bas et mon piano est dans mon salon. Et en fait, mes potes, elles ont entendu jouer du piano. Donc elles pensaient que c'était moi parce que moi je joue du piano. Et en fait, quand je suis remontée dans ma chambre, elles m'ont dit c'est toi qui jouais du piano et tout. Et je leur ai dit que non, c'était pas moi. Et moi qui étais dans les toilettes juste à côté, je n'ai même pas entendu le piano. Et donc après, on en a parlé pendant 1 heure. Elles me croyaient pas, genre elles me disaient que je mentais, etc. Et je leur ai assuré que absolument pas, j'avais jamais joué de piano. Et donc je leur ai un peu demandé qu'est-ce que c'était le morceau, etc. Elles n'arrivaient pas à me décrire. Et quand ma mère est rentrée, on lui a expliqué la situation. Et elle, qui croit beaucoup au paranormal comme moi, qui suit énormément dedans, on a tout de suite pensé que c'était mon arrière-grand-mère, forcément. Et donc, quand ma mère est rentrée, je lui ai demandé de jouer les morceaux que mon arrière-grand-mère lui avait appris pour savoir si ça correspondait aux morceaux que mes potes avaient entendus. Et en fait, elle a joué un premier morceau et mes deux potes ont dit non, c'est pas ça.
Et elle a joué un deuxième morceau que mon arrière-grand-mère lui avait apprise. Et toutes les deux, en même temps, elles ont dit bah oui, c'est ce morceau-là, en gros. Et elles avaient des frissons et tout. Forcément, ma mère, elle a commencé à être hyper émue parce qu'elle a direct compris que c'était mon arrière-grand-mère. Et sachant que j'ai une de mes deux amies qui est vraiment hyper terre-à-terre, hyper cartésienne et qui y croit pas du tout. Et qui était elle-même choquée de l'histoire et qui comprenait pas ce qui s'était passé. Et depuis qu'elle est décédée, on a plein de petits signes comme ça. Le jour de l'anniversaire de ma mère ou du mien, on a souvent la radio qui s'enclenche toute seule et ça joue et c'est une musique de Chopin alors que c'est sur une radio qui passe pas du tout du Chopin, alors que Chopin c'était l'artiste préféré de mon arrière-grand-mère. Et pareil, moi à mon anniversaire j'ai senti son parfum dans mon salon vraiment de façon très très forte, on le sentait à mort, alors que ça faisait pas mal d'années qu'elle était décédée. J'espère que ces anecdotes pourront t'aider pour ton podcast. Bon, c'est troublant. Voilà, donc on a deux choses, on a le piano qui joue tout seul, le morceau que sa grand-mère jouait habituellement, la radio qui s'allume avec le Chopin qui joue, pareil, qui est l'artiste préféré de sa grand-mère, et on a le parfum. Il y a beaucoup d'histoires avec les odeurs dans du paranormal, odeurs très fortes de parfum qui arrivent, et là le jour de son anniversaire, elle sent le parfum de sa grand-mère qui est là, alors que... C'est vrai que c'est troublant. Ouais. Ça pousse à y croire, tu vois. Chopin, c'est beaucoup joué, hein. Ouais, mais bon, par les fantômes ou si par la radio, les gens normaux? Par tout le monde. Si la radio s'allume et que t'es sur Skyrock ou Énergie et que c'est du Chopin, tu vois, comme elle dit c'est des radios qui jouent pas du tout ça normalement, quoi. Non, bien sûr. Et puis la radio qui s'allume toute seule, quoi. C'est ton anniversaire, tu vas souffler les bougies, tac, la radio elle s'allume, Chopin, hop, tu sens l'odeur de parfum de ta grand-mère. Ah, toi, tu cumules tout en même temps. Non, pas forcément, mais je veux dire, c'est quand même. Non, j'avoue c'est que. quand même troublant, quoi. Il y a du parfum qui joue au piano. Putain. Non, elle a joué la musique du parfum. Et toi, t'es tombé dans le piano. Ok, rien à voir. Non, mais en vrai, je pense que ce genre de situation, ça te pousse forcément à croire au spirituel et du moins au paranormal. Et les personnes qui n'y croient pas, je pense qu'elles n'ont pas encore eu assez de manifestations. Beaucoup de nouveaux croyants sont d'anciens cartésiens. Retiens bien ça, Pierre. Ouais, non, mais c'est vrai. Après, deux choses à noter quand même, c'est que elle nous dit quand même, moi j'y crois à fond, et ma mère qui est très dans le paranormal, machin. Elle nous met au parfum. Elle a tout de suite, bien joué, elle a tout de suite senti que c'était ma grand-mère, ma mère était hyper émue, machin. Mais on a une deuxième chose aussi, c'est que ces deux potes qui étaient là, très cartésiennes, très terre à terre, et qui, elles, étaient en mode frisson, elles ont toutes les deux capté le même truc, elles étaient raccord, quoi. Ça, c'est vrai que c'est troublant. Après, c'est vrai que pour le reste, on peut l'expliquer relativement facilement. Donc bon. Le parfum, par exemple, est-ce que tu penses que ça peut être une odeur qu'on a nous-mêmes dans notre nez Ouais, ça pourrait très bien être que une hallucination olfactive, quelque chose comme ça, ouais. C'est le truc qui a qui a le plus attrait à la mémoire, le parfum, enfin l'odeur, l'odorat. Je l'ignore, vraiment. Il me semble qu'on m'avait dit ça, que c'était des 5 sens. L'odorat, c'était le truc qu'on avait le plus sur la mémoire. Des fois, des odeurs vont nous rappeler notre salle de classe de maternelle, ou le parfum d'une maîtresse en particulier, ou des odeurs de ville. Hall d'immeuble, moi vraiment, j'ai vraiment des petites madeleines de Proust sur des halls d'immeuble régulièrement. Je suis en mode, ça me rappelle mon premier hall d'immeuble. Moi, c'est l'odeur du jasmin. Ok. Enfin, on n'avait pas le même hall d'immeuble, je crois. Non, je crois. mais c'est intéressant, c'est vrai que c'est intéressant. Après, il faut pas oublier non plus ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire que là, on sent quand même qu'elles sont vachement focus là-dessus et sur ce souvenir-là, et que manifestement, elles cherchent aussi, de manière inconsciente ou implicite, des signes un peu partout. Moi, si je cherche des signes de Claude François dans la rue, je vais en trouver. Peut-être. Je vais en voir des Claudettes, c'est sûr. Moi, je cherche des signes des numéros gagnants du loto. Ah bah voilà. Et pour l'instant, j'ai pas bien cherché. Non, mais je veux dire que quand on passe sa perception à la passoire de quelque chose de tout à fait particulier comme ça, c'est normal qu'on ait tendance à voir des choses et pas d'autres. Quelqu'un qui fait du skate et qui se balade dans la rue, il va voir des rampes à rider. Quelqu'un qui fait pas de skate va pas les voir. C'est vrai. Moi, je vois beaucoup de kebabs. Et voilà. Je sais pas s'il y a un rapport avec... Le paranormal. Sûrement. Des kebabs, des broches à kebab qui se coupent toutes seules. J'ai senti l'odeur du kebab dans mon salon. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons enchaîner tout de suite avec la chronique de Pierrot. Ouais, ce qui est assez intéressant parce que on parlait justement de foi et figurez-vous qu'on ne s'est pas concerté, mais vous allez voir, on va parler de foi. Est-ce que tu peux envoyer, s'il te plaît? La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison
de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira. Est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? La mort est du domaine de la foi. Et ça, c'est une phrase hyper intéressante de Jacques Lacan, à la conférence de Louvain. Lacan, c'est un psychanalyste français assez connu, un peu controversé, mais relativement intelligent quand même, faut le dire. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Est-ce que tu peux redire la phrase, s'il te plaît? La mort est du domaine de la foi. Bah, je peux que être d'accord avec Lacan. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure, la mort, c'est une croyance, tu vois. Si tu vois la vision de la mort en Europe et la vision de la mort en Amérique du Sud, par exemple, tu vois bien qu'il y a une vision de la mort qui n'est pas célébrée de la même manière. Il y en a, ils célèbrent les enterrements en Europe, j'imagine que on s'habille en noir, on va à l'église, on pleure. En Amérique du Sud, on fait la fête, on met des masques, et il y a de la musique et on danse. Et j'imagine que sur d'autres continents, on aurait d'autres manières de célébrer. En Inde, ils entassent les cadavres, ils y foutent le feu, et puis ils en ont rien à foutre. ils font un barbecue, quoi. Non, Ouais, non, c'est ça. Parce qu'ils pensent à la réincarnation, donc eux, ils s'en foutent, tu vois. Alors, ça tombe bien que vous parliez un petit peu d'ethnographie, enfin d'ethnologie, parce que je vous en parlerai après, justement. J'ai dégoté 2-3 petites pratiques qui sont intéressantes. Mais en ce qui concerne la phrase de Jacques Lacan, lui, il parle bien de votre mort à vous. Celle des autres, on s'en fout. Celle des autres, on y croit, en fait. La mort des autres, elle est toujours vraisemblable parce qu'elle est celle des autres, et pas la soi. Enfin, pas la sienne. C'est plutôt le fantasme d'immortalité dont parle Lacan, là. Quelque chose qui serait de l'ordre du... En fait, inconsciemment, au fond de nous, on n'y croit pas qu'on va mourir. Moi, j'ai le sentiment contraire. J'ai l'impression que je me prépare toute ma vie à ma mort. Justement, j'ai la sensation que mon moyen d'accéder à l'immortalité, c'est à travers l'héritage que je vais laisser, tout le patrimoine culturel, tous les humains dont j'aurais changé potentiellement les trajectoires et dont j'aurais une empreinte sur leur vie. C'est un peu ma manière de me dire que je serais immortel par toutes mes bonnes actions, quelque part. C'est bien ce que je dis. Finalement, la mort propre, en cela qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut pour survivre à notre propre mort, et en ligne de mire, c'est quand même l'art et les enfants. Souvent les enfants, quand même, c'est finalement le prolongement de nous-mêmes dans l'espace-temps, dans l'humanité. En revanche, ce fantasme de l'immortalité, il est constitutif. En psychanalyse, on dit ça, on dit qu'en fait, l'humain se bâtit autour d'un manque fondamental. Et ce manque fondamental, on l'appelle la mort, on l'appelle vivre, on l'appelle mourir. On essaye de lui donner une face humaine, finalement. Mais c'est plus que la mort, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire, qui est de l'ordre de l'indicible. Une sorte d'abîme, quelque chose autour duquel on se serait bâti avec le temps et comme on peut autour de ce manque. Chez Heidegger, c'est un philosophe allemand qui a un peu mal terminé sa vie à cause du nazisme, mais bon, il avait développé quelque chose d'assez... il avait développé un concept... On lui en veut pas. Non, il a développé un concept relativement intéressant et tout à fait parlant pour expliquer la création de l'esprit humain et son agencement autour de ce manque fondamental. Écoute-moi bien. L'humain est bâti un petit peu comme un potier bâtirait un vase, c'est-à-dire qu'il se construit en créant un contenant, mais en créant ce contenant, il crée en même temps le vide. Tu comprends ? Le psychisme humain s'articule autour du vide. Et on fait tout ce qu'on peut pour pas avoir à regarder à l'intérieur de l'abîme. L'art, la beauté. D'ailleurs, Lacan disait que
La beauté, c'est le dernier voile avant l'horreur de l'abîme, justement. On essaie de sublimer ça. La mort, en psychanalyse, en psychologie, en général, en tout cas dans pas mal de courants philosophiques, c'est pas seulement le fait de mourir. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'agencement d'un manque qui est réellement... qui est obligatoire à la vie, puisque c'est lui qui suppose le désir. Ça, c'est intéressant, non ? Ouais. C'est très intéressant. Et alors, quand on m'a dit, Pierre, ce serait bien qu'on parle de la mort, et en fait, je me suis mis un peu devant ma feuille, et je me suis dit, mais en fait, je parle tout le temps de la mort, parce que le premier épisode, bon, on n'en a pas fait beaucoup, certes, mais le premier épisode, j'ai parlé du rêve. Et le rêve, c'est la mort. J'y reviendrai. Et le second, j'ai parlé du temps. Et il n'y a rien de plus proche de la mort que le temps. Et d'ailleurs, on a parlé de l'absurdité. Tu vous souvenez, le mythe de Sisyphe, le rocher, la mort, l'existence humaine, l'absurdité. Pourquoi je parle du rêve et de la mort comme étant la même chose ? Pour en arriver là, il faut qu'on fasse un détour à la Grèce antique. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on aille en Grèce antique ? Let's go. Let's go. Ok. La théogonie d'Hésiode, est-ce que vous connaissez un petit peu la Grèce antique et les mythes ? Alors, de base, oui, mais toi, te connaissant, tu vas nous parler d'un truc que je connais absolument pas. Vous allez probablement connaître en réalité. En général, les dieux, c'est les dieux d'un truc. Mettons, je suis le dieu de la table, ok ? Je m'accouple avec le dieu des trucs ronds, ça fait une table Ronde. Exactement. D'ailleurs, on pourrait faire un jeu comme ça, où on fait, par exemple, le jeu de la bêtise et le jeu de la politique, et ça nous donne la situation L'extrême droite. actuelle. Exactement. Ça nous donne, moi, à mon avis, tout, en fait, la politique. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, vous savez très bien que donc les dieux sont les dieux de quelque chose et qui s'accouplent en général avec d'autres dieux pour créer des dieux d'autres choses. Des sous-classes, des Des sous-dieux. Des pseudo-sous-dieux. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête là, mais bref. Reprenons. Donc, je vous ai dit que le sommeil et la mort étaient très liés, tout simplement parce que le sommeil et la mort sont des frères jumeaux. Et ils ont été enfantés par qui, à votre avis ? Romus. Non, c'est chez les Romains, Romulus. Rome. Non. Par Aphrodite. Non, c'est la déesse de l'amour. Par Hadès. Pas loin. Hadès, c'est dans les ténèbres, mais on n'est pas loin. La mère du sommeil et la mère de la mort, c'est Nyx, c'est la déesse de la nuit. La déesse de la nuit, elle est en couple avec Erebos. Erebos, c'est le dieu des ténèbres. On parle pas de Morphée aussi ? Morphée, c'est la fille d'Hypnos. Ok. C'est la déesse du sommeil. Alors, c'est la déesse des rêves. Alors que nous, on s'intéresse à Hypnos, qui est la déesse du sommeil ou de la... Enfin, je sais plus. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Moi, j'étais déjà perdu. Si lui, il se perd, ça me rassure. Vous me perdez. Quoi qu'il en soit, Nyx, elle a eu plein d'enfants, parmi lesquels, par exemple, Némésis. Bon, j'ai pas tous les noms en grec, mais il y a la douleur, il y a la souffrance, etc. Mais elle a eu particulièrement 2 jumeaux, d'ailleurs, et qui sont donc Hypnos et Thanatos. Et la spécificité, dans ce cas précis de ce jumelage de la nuit, c'est que cette déesse Nyx, elle a décidé de les faire toute seule. Nyx sa mère. Nyx sa mère, exactement. Elle a fait ces deux jumeaux toute seule, alors que d'habitude, elle n'avait pas l'habitude de faire des enfants toute seule. Elle a fait un enfant toute seule, j'aurais dû mettre le jingle. Elle s'est auto-fécondée. Elle s'est auto-fécondée. Qu'est-ce que ça vient nous dire de la relation, de cette relation entre la mort et le sommeil, à votre avis ? Parce que c'est nous avec nous-mêmes. Exactement. Ça vient nous dire, et c'est ce que veut nous dire Hésiode dans sa théogonie, que finalement, alors, il n'y a pas que l'Hypnos et Thanatos qui ont été enfantés par cette déesse toute seule, il y a aussi la douleur et la maladie. Mais bon, quoi qu'il en soit, ces 2 jumeaux-là, ça vient nous dire qu'on est seul dans ce manquement, c'est-à-dire qu'il nous appartient qu'à nous-mêmes. Je trouvais que c'était assez intéressant de vous le dire. Ouais. Non, franchement, c'est une approche... Moi, je suis encore en train de réfléchir. Je pense que je vais réfléchir pendant encore 1 heure pour Ouais. Analyser toutes les infos que je viens de recevoir d'un coup. Finalement, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la mort, le sommeil, le rêve, comme vous voulez l'appeler, sont des expériences de la solitude humaine. Et que finalement, quand on se penche bien sur l'humanité dans ce qu'elle a de plus profonde, force est de constater qu'il y a quand même une part de grosse solitude dans l'expérience humaine, dans ce qui fait l'expérience humaine. Et d'un côté, une part aussi
social, c'est assez intéressant. Enfin Ouais, on est ensemble, mais quand on meurt seul finalement. bon, exactement. Et on abandonne et on laisse seuls ceux avec qui on était. Voilà, Il y a un rapport entre la solitude et la mort, qu'elle soit vécue par nous ou par les autres. exactement. C'est tout à fait ça. Et ça a à voir avec la parole aussi. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui s'articule autour de la parole là-dedans. On essaye de la parler, cette mort, on essaye d'en dire quelque chose. Et d'ailleurs, on pense que si l'humain continue de parler, c'est précisément parce qu'il n'a pas réussi à tout dire de la mort. Parce que si on avait réussi à tout dire, on ne parlerait plus, on serait mort. C'est les morts qui parlent plus. Le jour où quelqu'un va se mettre devant un arbre et dire « ça, c'est un arbre », et qu'il aura tout dit de cet arbre, l'humanité peut s'arrêter. On ne pourra jamais tout dire. C'est impossible. Donc l'humanité ne s'arrêtera jamais, si on ne peut pas tout dire. Exactement. Parce que il y a un manquement fondamental dans le langage, qui est de l'ordre d'un raté de ce qu'il y a dans le réel. Vous voyez ? La mort, c'est précisément ici qu'elle se fige, dans ce petit raté qu'on a entre ce qu'on voudrait dire des choses, ce qu'on pense des choses, et ce qui existe vraiment, et qui nous échappe. Ça, c'était pour la partie un petit peu théorique. Bon, et vous savez que pour Homère, quand quelqu'un mourait, on disait que l'âme quittait l'enclos de ses dents. C'est quand même vachement sympa, non ? Comme façon de dire. L'enclos de ses dents. C'est mignon. Ouais, comme s'il y avait un souffle qui était retenu dans l'enclos des dents, et que quand quelqu'un meurt, finalement, ça s'enfuyait. D'ailleurs, quand les gens meurent, en général, je vous le dis, à l'hôpital, on leur met une sorte de mentonnière. Ça permet de retenir la bouche, parce que quand quelqu'un meurt, en général, ça s'affaisse, et ça fait une sorte de béance, de trou, d'abîme. Et ça fait vachement peur à la famille. Donc voilà, ça existe, ce genre de choses. La mort, c'est aussi quelque chose d'un peu tabou quand on y pense, parce que on sait qu'on va tous y arriver, et puis d'un côté, le suicide, c'est quand même un peu tabou. Ouais. C'est vrai, hein. Chez les Grecs, vous savez ce qu'on faisait avec les gens qui se tuaient par le glaive ? On leur coupait la main qui avait servi à se poignarder, et on l'enterrait à côté. Comme ça, il y avait le mec mort et le tueur. Ok. C'est marrant, non ? Ouais, c'est incroyable. C'est fou, hein ? Est-ce que vous savez ce que c'est la taphophobie ? Ah, je vous laisse deviner. La tapho, c'est PH ou F ? PH ? Je crois que c'est PH, mais je suis dyslexique. Taphophobie, je pense que c'est la peur. Ça, je suis sûr. Ouais, c'est la peur. Le début, je le tiens. C'est la fin, du coup. Ouais. J'ai la fin, j'ai pas le début. C'est la peur de jamais se réveiller. Attends. Pas loin. Comme ça. La peur de ne jamais mourir. Pas loin. Il y a quelque chose du côté de la mort, bien sûr. Effectivement, vu que c'est la chronique, les gars. La peur de mourir dans son sommeil. Non, c'est pas ça, mais c'est pas loin. Il y a la mort, quoi. Je vous le dis. Ouais. La taphophobie, c'est la peur d'être enterré vivant. Ah, ok. Alors, pour la petite histoire, il y a eu beaucoup d'écrits autour du XVIIIe siècle, 1740, qui sont sortis, parce qu'on est rentré dans une sorte de paranoïa à ce propos, étant donné qu'on a commencé à découvrir des traces d'ongles sur des cercueils. D'ongles dans les cercueils, exactement. Et après, ils ont installé des petites cloches. Exactement. Avec une petite ficelle à l'intérieur. Ça a été un vrai business pendant longtemps, et ça a duré jusqu'au 19e siècle, cette histoire. Hein. Ok. Ce livre en question, qui a un petit peu mis au goût du jour tout ça, ça s'appelle « La dissertation sur l'incertitude des signes de la mort ». Et ça a donné lieu à une grande paranoïa sur « Est-il mort ? Est-il pas mort ? Est-ce qu'on l'enterre ? Est-ce qu'on attend ?» Bref. Mais en tout cas, il y a dans ce livre que j'ai feuilleté tout à l'heure à la bibliothèque des choses absolument affreuses. Je vous en dis une par exemple. Des voleurs de tombes ont ouvert un cercueil pour piquer l'anneau de Mémé. Ok, sauf que Mémé, elle était manifestement pas morte quand ils l'ont enterrée. Bon, bien sûr, tu l'as dit, traces de doigts sur le bois du cercueil, ongles déchirés, plus, elle a mangé sa langue, tellement elle avait faim. Est-ce que vous avez l'image de l'autophagie de la langue, comment c'est horrible ? Ouais. Elle était devenue tellement folle, à mon avis, dans ce cercueil, qu'elle a fini par bouffer sa propre langue. C'est horrible. Comment elle l'a avalé du coup ? Bonne question. Comment elle a dégluti ? Bonne question.
Et alors, tout ça, ça nous amène aux avancées de la science, enfin, si on peut parler de science, puisqu'à l'époque, on est encore dans une sorte de balbutiement de la science, et on arrive dans cette fameuse question de doit-on réanimer, doit-on ne pas réanimer, et si on réanime, comment est-ce qu'on réanime ? Est-ce que vous savez comment on pensait qu'il fallait réanimer les noyés au XVIIIe siècle ? Je vous le dis, c'est un camoulox. Comment réanimer quelqu'un qui s'est noyé ? Et ouais, Je pense qu'on le mettait la tête à l'envers dans un tonneau rempli d'eau. presque bien joué, mais c'est pas du tout ça. Ok, au XVIIIe siècle, t'as un essai peut-être, Henri ? Non, franchement, là... Au XVIIIe siècle, pour réanimer quelqu'un, on pensait qu'il fallait lui souffler de la fumée de tabac dans... L'anus. Exactement, l'anus. C'est complètement dans l'anus. Ça, c'est juste un gars chelou qui avait un petit fantasme et il s'est dit non, mais les gars, laissez-moi, je sais faire, moi. Ça a duré longtemps. Il y a même eu des pratiques après qui ont un peu dérivé du côté de l'urine et de la bouche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, ils ont même créé des machines exprès. Et il y avait cette certitude qu'effectivement, en soufflant du tabac dans l'anus de quelqu'un qui s'est noyé, il va se réveiller. Ça n'a aucun sens. Mais ça sort d'où, surtout? Qui a eu l'idée? Ça sort d'où? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, trêve de bavardage sur les choses de l'histoire qui sont un petit peu bizarres, de Georges Perec? Parce qu'on ne peut pas faire une chronique sans que je parle un peu de littérature. Non. Georges Je connais Perec. Marie-Josée Perec. Ben non, c'est pas loin, mais c'est pas ça. Georges Perec, il a écrit un livre qui, à mon sens, parle bien de la mort, même si je ne sais pas s'il l'a fait exprès. Georges Perec, il a perdu sa mère, assassinée d'ailleurs, par la barbarie nazie dans les camps, et il a perdu son père à la guerre. Et puis un jour, il a voulu créer un livre avec un petit défi, mais qui nous dit beaucoup de ce qu'est la mort et de comment est-ce qu'on peut la représenter. Il a écrit un livre qui s'appelle La disparition. Non ? Non, absolument pas. Ok, je vous donne le pitch du livre et vous allez comprendre avec des yeux ébahis, tellement c'est incroyable. C'est un livre où il n'y a pas de E. Il n'y a pas la lettre E dans ce Putain, il a dû se faire tellement chier. Imaginez à quel point c'est incroyable d'écrire un livre sans E. Imaginez le nombre de mots dans lesquels il y a un E. Et c'est finalement peut-être ça la mort. C'est quelque chose qui nous habite dans chacun des mots qu'on prononce. C'est quelque chose qui est là quelque part et qu'on a énormément de mal à dire. Mais finalement, il est constitutif de nous-mêmes. Ouais. Déjà, l'adverbe être, quoi, comment il a fait? Il n'y a que suis. Eh ben, il a complètement géré sa race. C'est dingue. Ouais. Et est-ce que le livre est intéressant ou est-ce que c'est juste rigolo? Le livre est bien. Non, le livre est bien. Moi, je me souviens du coup de ce truc-là, et je me souviens qu'il y avait des critiques qui avaient un peu dézingué le livre sans capter qu'il n'y avait pas de E dedans. Ah bah oui. Mais le génie ne se trouve pas là où il se trouve. Mais c'est fou comme performance, écrire un livre sans E. Et d'ailleurs, je l'ai noté parce que tout à l'heure, je le refeuilletais à la bibliothèque toujours. Et dedans, il utilise le mot patatration. C'est lié à l'onomatopée patatras. C'est marrant, non? Oh putain, délire, ouais. Une sacrée patatration. Tu sais, tu déboules dans une pièce, Ouais, tout tombe. Voilà. la grosse patatration. C'est fou quand même. Ouais. Bon, j'avais dit que je vous ferais un petit tour ethnologique sur les pratiques. Et vous allez voir, c'est hautement poétique. Aux Philippines, dans le village de Sagada, pour aider les morts à passer dans l'autre monde, ils se sont dit, attends, on enterre les cercueils dans la terre. Non, ça va pas. C'est dommage parce que eux, ils vont dans le ciel. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Non, plutôt que ça, on va plutôt accrocher les cercueils à la falaise. Plus marrant. C'est fou, non? Ouais. Donc du coup, t'arrives dans le village et t'as une grande falaise avec plein de cercueils accrochés. Île de Sulawesi, excusez-moi si j'écorche. En Indonésie, les Tojara, ils s'appellent. Eux, une fois par an, ils déterrent leurs morts. Attention, c'est un vrai délire. Ils déterrent leurs morts. Ils les nettoient. Ils les habillent. Ils les maquillent. Et ils les promènent dans tout le village. Ah, je crois que j'en ai entendu Et ils parler. les gardent toute la journée avec eux. C'est fou quand même, non? Ouais, mamie. Dans l'Himalaya, j'ai oublié le nom de ce peuple qui fait ça, mais en tout cas, c'est les habitants de l'Himalaya. Ils considèrent que les vautours, et d'ailleurs dans le bouddhisme, le vautour c'est assez sacré, et ils considèrent que c'est pas psychopompe, parce que psychopompe c'est pour l'âme, mais en tout cas que ça permet de transporter le corps vers les cieux, et ça permet d'aider l'âme à monter. Et donc, ils accrochent les morts à des rochers et ils les laissent manger par les vautours. Comme ça, ton âme, elle monte, et ton corps aussi, en fait, puisqu'il est dans le vautour, dans des dieux. C'est beau, non? Enfin, les crânes sacrés à
Kiribati. Kiribati, c'est une petite île au milieu du Pacifique. Et ils font un truc assez incroyable aussi. Et je trouve que c'est assez joli. Ils enterrent les morts. Bon, jusque-là, rien d'anormal. En tout cas, rien d'exceptionnel. Et un mois après, ils retournent et ils les déterrent. Et ils prennent leurs os et ils les polissent. Et ils gardent le crâne. Et ensuite, ils remettent les os. Comme ça, ils ont toujours la tête... Et ils lui donnent à manger aussi au crâne. Et comme ça, ils la laissent dans la maison. Et puis, mamie, elle est toujours là, quoi. C'est cool, non ? C'est pas mal. Il y a Ouais. aussi un truc où, je sais plus de quel endroit ni rien, mais peut-être les Mayas ou un truc dans ce genre-là, où ils enterraient sans cercueil, je crois, et pas sur le dos, mais sur le ventre. Face au sol, en fait. Parce qu'ils disent on est de la terre, on vient de la terre, donc on retourne à la terre. Et il y a beaucoup ce truc dans pas mal de croyances où on s'enterre plutôt face au sol. Oh. Et petite anecdote aussi rigolote, c'est que j'ai quelqu'un dans ma famille, une cousine de ma mère, qui était revenue de voyage, qui avait ramené des babioles de voyage de je sais plus trop où. Et puis après, le temps passe, etc. Et les deux enfants, donc mes cousins, donc il y avait des trucs bizarres dans la maison, des bruits de pas, des trucs comme ça, et eux se faisaient chatouiller les pieds la nuit, pendant qu'ils dormaient. Ils se faisaient tirer la couette, chatouiller les pieds, il se passait des trucs, il y avait un monsieur dans la chambre, ils racontaient plein de trucs, ils avaient peur, et au bout d'un moment, c'était trop, c'est monté en intensité, au bout d'un moment, c'était trop, et ils pouvaient plus supporter. Ils dormaient tous ensemble dans la même chambre et tout, pour éviter de se faire emmerder la nuit par des fantômes ou je ne sais quoi. Elle a fini par en parler autour d'elle, etc. On lui a conseillé d'appeler alors je sais plus si c'est un médium ou un prêtre, mais bon, quelqu'un qui pouvait venir nettoyer la maison, entre guillemets. La personne est venue, elle est rentrée dans la maison, elle a tout de suite capté quelque chose, elle rentre dans le salon, elle a vu 2 babioles qu'elle avait ramenées de ce voyage, c'était des gargouilles. 2 gargouilles posées sur sa cheminée. Elle a tout de suite capté, elle a dit laissez tomber, cherchez pas plus loin, c'est ça. Comme dans Quasimodo. Ouais. Elle lui a dit prenez ces gargouilles, allez rouler 30 km en voiture, allez quelque part, enterrez-les face contre le sol. Donc pareil, le truc vers Mais le je sol. crois que dans certaines cultures, c'est maudire quelqu'un que de l'enterrer comme ça. Mais ça dépend des croyances. Et donc elle a fait ça, elle a été à l'extérieur d'Amiens, elle les a enterrés face contre terre dans le sol. Plus rien, plus d'événements dans la maison, Plus rien personne du leur chatouillait les pieds. tout. Rien du tout. Ah merde. Tout s'est arrêté du jour au lendemain. Dernière petite anecdote, mes chers amis, après je vous rends le micro. Tribu des Bata-Mariba. Ça se divise entre le Togo et le Bénin, vu que le découpage des pays africains a été fait à la barbarie. Lorsqu'il y a 2 personnes qui font l'amour et qui s'unissent, il y a 2 âmes qui sont mortes, qui reviennent du cimetière et qui s'unissent en même temps, dans l'air comme ça. Et l'âme d'un des 2 morts insuffle la vie dans le bébé. Oh waouh, c'est perché. C'est pas trop beau, surtout. Moi, alors peut-être la manière dont tu l'as dit, mais moi ça m'a fait un peu flipper. Moi, ça me fait flipper et en même temps, ça me rassure. Ouais, c'est comme si t'avais des parrains morts, Ouais. quoi, des parrains fantômes. Ouais. Ah mais c'est terrible, hein, t'as vu. Tu sais pas comment ils sont les grands-parents. Il y en a certains, ils sont mieux morts que vivants. Hein. Bon, allez, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Grave. Moi, je voulais quand même sortir un mot compliqué, parce que vu que tu nous sors plein de mots compliqués, j'en avais un en rapport avec la mort. Ah, j'en ai un aussi. Est-ce que vous savez ce que c'est une épectase? Ok. Ça me parle. Est-ce que ça veut dire qu'on a enlevé quelque chose? C'est Zomat qui l'a calé dans un son d'une après-midi. Épectase. Non, bah C'est dis-nous. pour ça. Dis-nous. Une épectase, c'est mourir d'un orgasme. Ah. Voilà. Et moi, mon mot, c'était turbo-chouquette. La turbo-chouquette. Eh bah super Pierrot, merci beaucoup pour ce petit partage. J'espère que vous avez appris des trucs et Ouais. j'espère que vous garderez des trucs. Et j'espère que nos auditeurs et nos spectateurs sur YouTube ont appris des choses et vont pouvoir aussi réagir en commentaire sous la vidéo YouTube s'ils ont des choses à nous dire. Même pour tout à l'heure, quand on a raconté des anecdotes un peu paranormales, si vous avez vécu des choses aussi, on est dans le partage. N'hésitez Voilà, pas. venez commenter sous la vidéo, on sera heureux de vous répondre. Nous allons passer maintenant à la minute du docteur Chon, le docteur qui va nous donner sa prescription, Oh, l'ordonnance du jour. docteur. l'ordonnance du doc. La carte blanche sans transition. Et Comme la ça. carte blanche comme ça. Ok, bah écoutez messieurs, accrochez-vous. Hein. Moi c'est pareil que Pierre, j'ai 3 quarts d'heure de texte. Et pour une fois, j'ai vraiment pris le temps de travailler cette carte blanche. J'ai écrit cette chronique il y a à peu près 4 heures. Félicitations. Aujourd'hui, comme à mon habitude, on va aborder un thème joyeux et léger, puisque comme Pierre, je vais vous parler de la mort. Bon, vous savez tous ce qu'est la mort, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le truc. Normalement, si vous n'êtes pas teubé, vous avez pigé le concept depuis longtemps. Il y a la naissance, puis la mort, le cycle de la vie, tout ça. Non, je vais plutôt vous parler d'un point très précis de la mort. Et c'est la mort de mon père.
Direct, ça met dans l'ambiance. Je vous préviens, je vais commencer l'histoire par la fin. Et attention, alerte spoiler, mon père n'est pas mort. C'est plutôt le contraire d'ailleurs. Il se porte comme un charme ce beau gosse, il a actuellement 75 ans et il va gentiment vers ses 25. Mais l'année dernière, mon père a décidé de partir en voyage une petite année au Mexique. Ça faisait genre 50 ans qu'il n'était pas parti en road trip et le boug décide, à 74 piges, d'aller kiffer sa meilleure vie au Mexique. Normal. Bon, c'est également parce que ma sœur allait accoucher là-bas, mais ce n'est pas le sujet du jour, revenons à nos moutons. Jusqu'alors, on n'avait jamais parlé de la mort, lui et moi. Enfin, quand je dis de la mort, je dis de la mort, mais plutôt de sa mort, puisqu'en toute logique, il est censé mourir avant moi, le salaud. Si on se réfère à la loi divine sur les gens qui vieillissent, évidemment. Et moi, j'acceptais sans sourciller ce fatalisme intemporel. Mon père va mourir un jour, et ce jour se rapproche inexorablement. Bizarrement, je me sentais relativement à l'aise avec cette idée. Déjà parce que ça me paraît on ne peut plus naturel, et puis j'ai l'impression que j'ai toujours connu mon daron vieux, alors quelque part. Mais d'un coup, à une semaine de son départ, alors que j'étais les pieds dans le sable, un cocktail à la main au sud de Barcelone, une pensée est venue s'immiscer dans mon esprit. Et si j'avais vu mon père pour la dernière fois ? À partir de cette pensée-là, j'ai revu subitement mon sens des priorités. Après tout, les vacances, le soleil, les magnifiques femmes en topless, les mojitos à 3 balles sur la plage, qu'est-ce que cela vaut ? Qu'est-ce que cela vaut face à l'incertitude de revoir son père un jour ? Je vous laisse imaginer la scène. À ce moment-là, je pense vraiment être le seul connard aux alentours qui sent les larmes monter alors qu'il se baigne dans une mer à 29 degrés avec ses potes en Espagne. La suite est logique, j'ai fini mon cocktail, j'ai immédiatement lâché mes potes, je suis monté en voiture, direction la Normandie, et j'ai passé 4-5 jours avec l'ancien. Avant son grand saut vers l'inconnu. Enfin, plutôt son petit saut vers l'inconnu, j'espère bien qu'on gardera le grand pour plus tard. Puis, 9 mois après, rien n'avait changé, si ce n'est un neveu de plus dans la famille. Et mon père est revenu de son périple, toujours beau gosse, comme il était parti finalement. Je peux pas finir cette chronique sans une pensée émue pour un de mes frérots d'enfance, Hugo, qui a subitement perdu son père il y a quelques mois, en gardant précieusement en tête de toujours profiter du temps qu'on passe avec les siens. On ne sait jamais quand ce sera l'heure de leur dire au revoir. Bref, garde la pêche l'ancien. Waouh, Oh, c'était si incroyable. beau. Et j'en profite pour lâcher un petit big up et une petite pensée à tous ceux qui ont perdu leurs parents ou un de leurs parents. On est avec vous. Merci docteur. Merci. Très belle minute du docteur Chou, encore une fois, très poétique. C'est vrai, mais c'est fou Franchement, quand la mort s'insuffle comme ça en toi et que elle... Ouais, c'est dingue. C'est dingue. C'est vrai que ça m'est arrivé aussi. Moi j'ai eu une grosse période quand j'étais jeune, ça a duré, ça a duré 1 an ou 2 peut-être, où j'ai eu peur de la mort à fond. Le jour où j'ai compris, où je me suis dit un jour je vais m'endormir là, je vais me mettre dans mon lit comme ça, je vais m'endormir et je vais pas me réveiller. Et ça m'a mis un bad de fou furieux. Et tous les jours je pleurais, tous les soirs. À ce moment-là, au moment de me coucher, je me disais putain mais attends, tu vois, je me refaisais le film à chaque fois. Et j'ai arrêté d'avoir peur le jour où j'en ai parlé avec mon frère, qui m'a dit non mais t'inquiète, il m'a dit le jour où tu vas mourir, tu seras content de mourir, tu seras vieux, t'auras mal partout, t'auras une bête de vie. Et c'est toi qui décideras de partir. Et là, j'ai dit ok. C'est sympa. C'est vrai qu'à 6 ans et demi, moi je trouve que tu flippais un peu pour rien, quoi. Ouais, certainement aussi. C'est peut-être. fou quand même que ça t'ait traversé comme ça, mais Ça c'est a normal. duré 6 mois, 1 an. Je me souviens même en vacances, j'étais en vacances, je pleurais dans mon lit, je faisais des crises d'angoisse de fou et tout. Ça m'a duré 6 mois, 1 an, un truc comme ça. Puis après, j'en ai parlé à mon frère, puis du lendemain, bah les couilles, j'ai dormi comme un roi. Techniquement, étant donné que 3/4 des gens meurent dans un lit, si t'arrêtes d'aller dans un lit, t'as moins de chances de mourir. Petite stat aussi intéressante qui vient de me revenir. Il y a l'INSEE ou je ne sais quel organisme qui a fait une analyse, qui a analysé toutes les morts des gens sur 20 ou 30 ans et qui ont du coup déterminé le jour de l'année où on meurt le plus et le jour de l'année où on meurt le moins. Le 1er janvier. Presque. Le 31 ? Non. Le 3 janvier. Ah. Explication à ça, c'est que les personnes âgées qui n'ont pas tardé à passer l'arme à gauche s'accrochent pour les fêtes de fin d'année pour passer un moment en famille. Et il y a aussi ce truc du nouvel an, nouvelle année, nouveau cycle, on passe un cap et on se relâche après. Du coup, c'est le jour de l'année où il y a le plus de morts, c'est le 3 janvier. Et à l'inverse, le jour de l'année où on meurt le moins, c'est le 15 août. Ah, et à ça, par contre, je n'ai pas d'explication. Bah, Parce que les départs en vacances, Ouais, tu l'été. peux pas mourir un jour où tu pars en vacances, quoi. Ouais. C'est pas...
Mais va je pas ensemble. trouvais ça hyper intéressant comme statistique. C'est vrai. Je trouve ça marrant. Et un moment, j'ai hésité parce que je me suis dit canicule. Alors peut-être l'été, mais non, finalement, non. Eh ben écoutez, merci beaucoup, docteur, pour cette petite prescription du jour. On va faire les petits jeux, les petits jeux de fin d'émission. Premier petit jeu, c'est un jeu d'improvisation. À quel point savez-vous improviser ? Je pense que Dr Chon est plutôt à l'aise en improvisation, lui qui a fait du slam et qui freestyle. Ça va, mais après je suis assis à côté d'un psychologue, donc moi je me méfie à peu près de tout à partir de maintenant. Je suis chaud de ouf. On va tout simplement raconter une histoire à trois, tous les trois. La règle, une seule règle, un mot chacun. Ok. Les déterminants, les trucs, les le, les c'est, tout ça, ça compte comme un mot. Ok ? D'accord. Soit on s'impose un thème, soit on part en freestyle complet et on voit où on va. Freestyle, envoie la sauce. On envoie la sauce ? Envoie la sauce. Je commence avec le Vas-y. premier mot ? On fait comme ça, tac, 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 Vas-y. on va jusqu'à Dr. Flon, on revient ? Ok ? Hmm. 1. Ah, mais on avait dit que ça ne comptait pas. Si, il a dit que tout ça comptait. compte. Ah, tout compte. Eh les gars, c'est ouf comment les jeux ils sont toujours simples et avec vous c'est toujours une galère. J'ai déjà remarqué ça la fois d'avant et la fois d'avant aussi. C'est vrai ? Ouais. Ah bon ? Moi, je trouve que ça va. Tu te rappelles pas le jeu où on devait deviner un mot en même temps là ? La connexion mentale. La Mon connexion Dieu. mentale, Nous, on c'était avait réussi. horrible. Ah non, Non, c'était non. horrible. On Non, avait moi, j'ai réussi. trouvé ça cool, moi. Oui, c'était fou. On a galéré, mais c'est le but du jeu aussi, tu vois, de Oui, galérer un peu. oui. Donc, je pars sur 1. Ok, dromadaire. Va, A, Là, plage, et, prends du, pain, pour se, pignolet. Ça y est, ça Les- dérape. les cet après-midi, Avec deux. dromadaires, Ah, Ah oui, le chiffre 2. Oh, Bien, ouais. vu. 2 dromadaires qui On. des, pattes. Crochu. Ah, je pensais à des pâtes à manger, moi. Moi, je pensais à des. le, Lendemain, Une. petite, dromadaires Nommée. Giselda, se, Coiffa. gentiment, les, Dents. avec, du. Parmesan. moisi. Allez, franchement, on peut s'arrêter là. Je On pense. peut s'arrêter sur le parmesan moisi. Elle était belle. On pourrait en faire un dessin animé de ce qu'on a raconté, Ah, c'est ça serait fou. Ce serait fou. Pierre, tu engages pour la deuxième ? On s'en fait une deuxième quand même ? Allez. Ça. Je peux dire 2 Non. Non, qu'est-ce qui... Voiture, Du coup, ouais, ok, on est parti. Sa voiture ne. Peu. On parle de sa voiture à qui on sait même pas. non. Mais oui, parce que je voulais dire. Oui, mais c'est pas grave. Donc sa voiture ne Peu. plus rouler Avec. de, personne Qui. sème, dedans. A. 20h. Par contre, Si. Il y a anguille Sur. lampadaire, sa Promet. une, belle Glace. léchée. à la cerise, espèce de... Ah bâtard T'es un malade, c'était facile. Oh putain Ah, je pouvais pas dire la cerise, je pouvais dire ah. Oui, non, j'ai dit et toi t'aurais dû dire là. À l'heure où le podcast sortira, probablement. Oui, le clip de Dr Chon, le nouveau clip de Dr Chon sera en ligne. Oui, il est sorti il y a à peu près... Non, ça sort dans 4 jours, mais du coup, quand vous le regarderez, ça sera sorti depuis 2 mois et demi. Non, depuis quelques jours. Oh, n'exagère pas. Toujours dans l'exagération. Depuis quelques jours. Du coup, n'hésitez pas à streamer Dr Chon, DRCHON, sur les réseaux et Chon Glace à la cerise sur toutes les plateformes de téléchargement légal. J'en ai trop fait, y'a mes prises pour le trophée. Faut qu'on me l'apporte sur un plateau avec une glace à la cerise. Y'a aucun rapport, le problème est viscéral. Me dis pas que c'est la vie qui nous viscère mal. Dans la cuisine, je connais la recette. Je fais la causette comme un misérable. Mais je reste dans... Un clip de qualité. Ouais. Ouais. Clip de grande qualité. On a ramené
les acteurs, les figurants, les accessoires et 2-3 surprises à l'intérieur. Et des dromadaires. Évidemment. Et on a complètement avorté cette partie du jeu, du coup. Ah, mais je me pensais qu'on allait s'arrêter là-dessus. Moi aussi, On pouvait. Ouais, je trouvais que c'était une belle chute. Ouais, Vous une belle voulez en chute. faire un dernier avant d'enchaîner sur le prochain? Non, si. Non, on s'arrête là-dessus. Ouais. On s'arrête sur ça? Ouais, on s'arrête s'arrête sur sur ça. On va sur le prochain jeu. Alors, deuxième jeu, dans ce cas-là. Ce jeu s'appelle le compte à rebours. Tout simplement, je balance un thème et on doit dire un mot, enfin un truc de ce thème, chacun notre tour, jusqu'à plus soif. Celui qui n'a plus d'idée, on a 3 ou 5 secondes pour répondre. Celui qui n'a plus d'idée est éliminé. D'accord. Et ainsi de suite jusqu'à ce Ok. qu'il n'en reste qu'un. Je vais être champion. Je vais faire l'arbitre. Je vais être calife. Premier thème, vous aimez les capitales? Vas-y. Oh, mais On ça, part c'est sur- sans fin. Bah si, parce qu'il y a une limite de pays. Hmm. Les capitales du monde, De quel monde? de notre monde. Ah, je pensais qu'on parlait de Xantix 3000. On va laisser Dr Chon commencer. Ok, moi je dirais Caen. Mais c'est pas une capitale. Non, j'avais juste envie de placer ma ville comme ça au micro. RPZ, les Cagnets. Paris. Bah, Londres, hein. Lisbonne, Le mec est obligé de réfléchir, ça va pas du tout. Berlin. Rome. Madrid, Putain, les 3, gars. 2, Parce qu'il y en a trop. 1. Une réponse tout de suite. Ok, je vais dire New York. Non, C'est pas une capitale. C'est pas une Oh là, capitale. c'est putain, la capitale de l'État de New York, Ouais, techniquement. ouais. mais Donc C'est vrai, Dr c'est Chon vrai. est éliminé. Ça a été si vite. On continue à 2. Mais moi, ça m'arrangeait tellement, les gars, parce que c'est un jeu dans lequel je suis particulièrement nul. Stockholm. Ulaanbaatar. J'allais dire Ulan Bator. Attends, c'est la capitale de où ça? La Mongolie. C'est la Mongolie, Ok, ouais. ok. Canberra. Pékin. Johannesburg. Tokyo. Brasilia. Singapour. Pékin. Je l'ai déjà dit. Pékin. J'ai gagné. T'as dit Tokyo. J'ai dit Pékin. Il a dit Pékin. J'ai dit Putain. Pékin. Ok. Pierre, Ouais, je je veux suis bien voir le encore review. champion du jeu. C'est fou d'être champion comme ça tout le temps. 1-0 pour Pierre. On passe à la deuxième catégorie. Vas-y. Film d'horreur. Oh là, mais Oh. les gars, mais vous Vu êtes qu'on malades. était sur la thématique Ah, un peu très bonne Halloween. thématique, très bonne thématique. Pierre commence, du coup honneur au gagnant. Ah, Chucky. Ok, la colline a des yeux 2. On valide pour toutes les occurrences de la colline à des yeux. L'exorciste. Exactement. Ouais. Halloween. Ok. Shining. Ça rentre. Ça Ouais. rentre, ça rentre. Conjuring. Hmm. The Wolf Creek. Annabelle. Sinister. Insidious. Elle est fou. Comment Shaitan. Ouais. Cimetière. Ça marche, souviens-toi l'été dernier? J'en sais rien. De quoi il me parle? C'est un film d'amour, ça. Ah bon? Souviens-toi, l'été dernier, c'est avec Ryan Gosling. Ah, et, il me semble que c'était un film d'horreur. Ah, Pierre éliminé. À Désolé. vérifier. Hein. Ça se joue entre nous deux. non. Non, en vrai, j'en ai aucune idée, Pierre. Je dis de la merde, je sais pas. Sinon, je sais tu plus, je sais peux. plus. T'as de quoi vérifier ou pas là Et sinon, j'ai American Nightmare. Ah non, mais trop tard, frérot. T'as perdu là. non, normalement. mais. Ah oui, bah oui, si j'ai perdu, j'ai perdu. Ah, t'as Et perdu. si j'ai pas perdu, j'ai pas perdu. Vas-y, si t'as pas perdu, t'as pas perdu. Bon, et si j'ai pas perdu, j'ai pas perdu. Est-ce qu'on peut peut-être si on va avoir une réponse rapidos en régie? Bon, on va dire que t'as perdu. J'ai perdu, Ok. j'ai perdu, ok. Du coup, ça va. Ouais. Saut. Massacre à la tronçonneuse. Oh, le fou. La cabane au fond du jardin. Ça existe pas, ça. Je suis sûr que t'aurais dit juste la cabane dans je suis les sûr que bois. ça existe. La cabane dans les bois. La cabane dans les bois. Oui, oui, oui. Ça existe, ça? Oui, sur Netflix. Putain, j'ai failli dire ça. Bah oui, mais là, ça, c'est pas Quoi possible. Bah attends, Mais non, je moi- préférais dire du Cabrel comme parce ça. que c'est son émission. Dans la il va tricher. cabane au fond du jardin. Non, mais du coup, ça fait un point pour moi, c'est bien. Troisième Ah ouais. thème. Ok. Ah bah oui. Les émissions de télé. Ah non, j'ai pas la télé. Ah mais ça va, tu te reconnais de quand t'étais petit. Donc je commence, vu que j'ai gagné. La roue de la fortune. Les enfants de la télé. Taratata. Qui veut Tout le monde veut prendre sa place. Attention, je pose là le big deal. Oh oui. Qui veut gagner des millions? Apprendre ou à laisser. Faites comme chez vous. Du côté de chez vous, excusez-moi. On te l'accorde. Fort Boyard. Koh-Lanta. L'île de la séduction. Waouh. Waouh. Bah, je vous dis, j'ai plus la télé depuis longtemps.
Love Story. Secret Story. Oh, bah la Starac. Popstar. Attention à la marche. Thalassa. Star Academy. Il l'a déjà dit. Je l'ai déjà dit. Je suis éliminé. Éliminé. La nouvelle star. Zone interdite. Enquête exclusive. Capitale. Recherche appartement ou maison. Top Chef. Les reines du shopping. Master Chef. Le plus grand pâtissier. Ah. C'est que te passe. C'est quoi? C'est le plus beau pâtissier. Non. L'amour est dans le pré. Interville. Oh, Wow. belle ref. Des chiffres et des lettres, tu l'as déjà dit? Non. Ah, ouf. Putain. 3, J'en ai plein. 2, Ah, j'ai un trou de ouf. 1. TPMP. Slam. Tu me fais chier, Pierre. 3, 2. Le truc des animaux, 30 millions d'amis. Point Star. Hein? Point Shop, Point Star. Ouais. Discovery Channel. Star. Putain, t'es Je peux chiant. pas vous racheter ça à moins de 10 000 euros. In the boîte. Oh. Pip My Ride. Il est agressif. Hein. Les gars, c'est lui, il a pas la télé, c'est lui qui a le plus de refs. 3, Je les ai en tête. 2. Un truc sur France 2, Ah. des trucs des ailes, des racines et des ailes. Oh, bien vu, déraciner des ailes. Ouais, Des c'est- racines de des aides. Ouais. Confession intime. 7 à 8. Faites entrer l'accusé. Putain, mais Pierre, t'es chaud. Là, il a une anti-sèche, je te jure, il a Non, une mais anti-sèche. grave. Les 30 histoires incroyables. TF1, si. La France a un incroyable talent. Oh là là. Il est chaud. Le truc derrière le rideau, là. Tu sais, voulez-vous voir qu'il y a derrière le rideau? Ouais, c'est ça. Le nom, C'est là. ça le nom, Ouais. hein. Voulez-vous voir qu'il y a derrière? Non, bah du coup, je vais dire le... Tu sais 3, 2. le plus grand cabaret du monde. Oh, bien vu, le plus grand cabaret du monde. J'ai un truc qui s'appelle Monster Hunter. C'est alors, vous allez pas me croire, mais c'est une émission. Je vois très bien. C'est une émission de pêche. Si, je vois très bien avec le vieux là. Qui pêche. Ouais, exactement. Ok, c'est pas sorcier. Oh, ça commence à être dur là. Du côté de... Non, putain, je l'ai déjà dit. Moi, c'est bon, j'abandonne. Oh oui, putain, je suis allé la chercher celle-là. J'avais encore E égale M6. Ouais, derrière. franchement, on en a fait beaucoup. Hein. Je pense qu'on peut mettre un compteur, mais on est au moins à 30. J'ai encore 2 thèmes. Je vous laisse choisir entre méchants de films ou des chauves connus. Méchant. J'aime bien les méchants. Ouais, mais les méchants, vas-y. Les méchants? On connaît pas beaucoup de chauves en vrai. Bah, des chauves connus, il y en a. Attends. Barthez. Barthez, Trezeguet, Barthez. Harry Roselmack, Bruce Willis, The Rock. Ouais, Ah. t'as cité ceux que je connais, c'est bon. Ouais, voilà. c'est tout. Bon, on part sur les méchants de films. Et du coup, c'est moi qui engage. Ok. Cruella. Maléfique. Dark Vador. Voldemort. Sauron. Saruman. Attends, on dit pas tous les méchants dans Seigneur des Anneaux. Scar. Oh, Scar. Le baron... C'est quoi? Le baron... J'ai oublié son nom. Le baron Chaussette. Oh, je l'ai plus, mince. Le Dans le baron Prince et jaune. la grenouille, non, vous l'avez pas. J'ai pas la ref. Le baron papillon. Tu sais, c'est le baron qui... C'est l'enfer et il a des cartes sur son chapeau. Non, je vois pas des. c'est un dieu vaudou. Non, vous l'avez pas? C'est mort. Non, je l'ai Ah, pas. frérot, J'ai je perdu. suis désolé. J'aurais pu en trouver un autre. Malheureusement. À tu toi, vois, Docteur Chon. Moi, j'essaie d'en trouver un, putain. Je sais pas. Hadès. Oh, est-ce que c'est vraiment un méchant? Bah ouais. Capitaine Crochet. Ok. Captain Barbossa. C'est dans le Pirates des Caraïbes, ça? Ouais. Merci pour l'inspi.
3 heures Oh, d'émission. de film. De... Nul sur 20. Putain, non, je l'ai pas. Les gars, et franchement, Quelle honte. On a fait 3 mecs. c'est une honte de ouf. C'est une grosse honte. Et moi, j'avais le plus facile de tous, Dark Vador. le grand méchant loup. Ah ouais, ouais, j'avoue. T'es sûr que c'est le plus facile de tous? Bah, il y a méchant. Pour moi, Dark Vador, c'est évident. Voldemort, tu vois, c'est les plus évidents, quoi. Bon, bah voilà, c'était les petits jeux de fin d'émission. J'espère que ça vous a plu. Cette émission, On peut faire un au revoir en impro? À dire au revoir En impro. En impro. Oui. Ok, je commence. Allez. Eh bien, C'est La fin des... soirée podcast. J'espère que Vous, touiller correctement votre tasse de soupe à l'heure qu'il qu'il faut avant. d'aller. mourir. Incroyable. Voilà, très bien. Je pense que t'as vu pareil, c'est des fois tu sens la conclusion. Là, j'ai senti un point. Ouais, après, ouais, il y avait un point impressionnant. clairement. Merci à tous d'avoir suivi le podcast sur les antennes de Radio Campus et sur YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube déjà, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que c'est une petite chaîne. Voilà, c'est une petite chaîne qui petite. Voilà, qui fait sa petite place sur le YouTube Game. N'hésitez pas à follow aussi le Dr Chon sur les réseaux qui a sorti un clip il y a pas longtemps. Pierre ici présent n'a pas de réseau, donc ne le suivez pas. Ouais. Vous pouvez le suivre dans la rue éventuellement si vous le croisez. N'hésitez pas à Il est me souvent stalker. à la bibliothèque. Et voilà, moi c'est Jawai. Vous pouvez me suivre également sur Instagram ou sur YouTube. Un petit mot de conclusion peut-être, je sais pas, quelque chose. à Pina rajouter colada. Pina colada Turbo Chouquette. et Nana Mouskouri. Merci à tous et à la prochaine.